Alors Daniel, nous commencerons ce journal par malheureusement la mort d'un soldat israélien à la frontière entre Israël et le Liban. Et oui, effectivement, Kevin, il s'agit du sergent-chef Noam Hamburger, 23 ans, d'Atlit, près de Haïfa. Noam était soldat des unités technologiques de la brigade des blindés 401. Il a été tué avant-hier par un drone explosif qui a frappé son unité alors que celle-ci se trouvait sur la frontière internationale entre Israël et le Liban, dans le fortin dit de Biranit. Noam devait terminer son service militaire dans un mois à peine. C'était un garçon au cœur d'or. Il était toujours souriant, a dit sa mère Lia Templer. Que son souvenir soit béni. Deux autres soldats ont été blessés par le même drone explosif. Et puis Daniel, tout porte à croire que l'on s'achemine vers un accord entre les États-Unis et l'Iran. Oui, vous le savez probablement, le président Trump a déclaré durant la nuit que cet accord a été conclu dans sa majorité et que des détails sont actuellement en discussion entre les deux parties, c'est-à-dire l'Iran et les États-Unis, et que les détails de cet accord seront rendus publics sous peu. Le président a annoncé sur son réseau de Truth, le détroit d'Ormuz sera rouvert. Selon les informations dont on dispose, dans un premier temps, l'Iran et les États-Unis annonceront la fin de la guerre et la réouverture donc du détroit d'Ormuz. Selon le New York Times, l'Iran aurait accepté de remettre à un pays tiers les 440 kg d'uranium enrichi qui seraient enfouis sous la centrale nucléaire de Fordo, bombardée en juin dernier. Selon le New York Times toujours, il s'agirait là d'une condition sine qua non que les Américains avaient posée à la conclusion d'un accord. Et à Washington, on a mis en garde les Iraniens. On a affirmé qu'il n'y aurait pas d'accord tant et que la guerre reprendrait si cette clause n'était pas intégrée dans un quelconque accord. On sait toutefois que pour l'instant, on n'en sait pas plus sur cet accord et on ne sait pas exactement comment l'uranium quittera le territoire iranien. Toujours selon cet accord, des négociations devraient débuter sur les autres points de l'accord pendant une durée d'1 mois, mais ces négociations pourraient être prolongées par la suite. Il faut souligner que ce sont le Pakistan et le Qatar qui ont servi de médiateurs entre Washington et Téhéran. Et en Israël, on était donc fort logiquement hier soir très préoccupé par l'hypothèse d'un accord qui, Daniel, ne mentionnerait pas le dossier nucléaire. Oui, apparemment, c'est pour rassurer les Israéliens que le président Trump s'est entretenu durant la nuit au téléphone avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Selon le président américain, la conversation a été très bonne. Pas de réaction pour l'instant du côté israélien. Cette conversation, selon certaines sources arabes comme la chaîne Al Jazeera, l'accord mettra fin au combat sur tous les fronts, y compris le Sud-Liban. Il permettra la levée du blocus américain des ports iraniens. Il permettra également de débloquer des milliards de dollars iraniens gelés et inclura un repli des forces américaines de la région. En Israël, on attend de voir si l'accord sera bel et bien ratifié. Et ce soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit réunir le cabinet restreint pour la sécurité nationale pour débattre de la situation. À noter que l'état d'alerte qui avait été instauré avant la fête de Shavuot en cas d'attaque américaine a été totalement levé. Et puis la France et la Pologne ont décidé d'interdire l'entrée sur leur territoire au ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Oui, la décision a été prise à la suite de la fameuse vidéo qui a fait scandale où l'on voit Ben-Gvir humiliant les activistes pro-palestiniens de la flottille Soumoud après leur arrestation par la marine israélienne. Le chef de la diplomatie française, Jean-Louis Barrot, est allé plus loin. Il a demandé à l'Union européenne de prendre des sanctions à l'égard du ministre israélien. Selon lui, Ben-Gvir a eu un comportement incompatible avec les valeurs de l'Europe. Et puis, Daniel, un incident stupéfiant s'est produit hier en Judée-Samarie. Oui, c'est incroyable. Des Israéliens sourds-muets sont entrés hier dans la ville de Naplouse, en Samarie, en violation flagrante avec la loi. Ils ont circulé à bord de plusieurs véhicules immatriculés en Israël, ce qui est formellement interdit, et ils se sont fait repérer par une patrouille de la police palestinienne qui apparemment a ensuite alerté les forces de Tsahal. La coordination entre les deux forces palestiniennes et israéliennes a donc fonctionné. Les Israéliens sourds-muets ont été remis aux soldats de Tsahal. Il s'avère que ces Israéliens avaient été invités par un Palestinien de Naplouse, sourd-muet lui-même, pour un repas de fraternité. La police israélienne de Judée-Samarie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet incident qui aurait pu se terminer très mal. Et enfin, on continue à parler, à manifester autour de l'affaire de l'écusson Machiar. Oui, il s'agit de cette sanction de 30 jours de prison militaire infligée à un soldat israélien combattant de la brigade du Nahal qui portait sur son uniforme tactique un écusson avec la mention Machiar. C'était une sanction, on s'en souvient, donnée par le chef d'état-major de Tsahal. Hier soir, plusieurs dizaines de manifestants sont réunis justement devant le domicile du général Eyal Zamir. Les manifestants ont dénoncé la décision du général allant même, pour certains d'entre eux, jusqu'à le traiter de traître.
page météo pour compléter ce premier journal. Le temps sera ensoleillé, les températures seront normales pour la saison. Il fera 23 degrés à Jérusalem, Haïfa et Netanya, 24 à Tel Aviv et Ashdod et 28 à Beersheba et 34 degrés à Eilat aujourd'hui. Je pense que nous sommes en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Je ne vous vois pas, mais j'espère que nos auditeurs et nos téléspectateurs pourront vous voir à vous. Meir, d'abord, bien entendu, nous sommes dans cette expectative d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. On ne savait plus vraiment sur quel pied danser pendant cette fête de Shavuot. On est rentré dans la fête avec le sentiment que Donald Trump était prêt à frapper un grand coup contre l'Iran. Et puis, au bout de 2 jours, l'image a totalement été modifiée et on se dirige vers un accord, apparemment, un accord entre les États-Unis et l'Iran. Et certains affirment que cet accord, eh bien, il n'est pas certain qu'il inclue également tout le dossier nucléaire, en tout cas toutes les aspirations des Israéliens concernant le dossier nucléaire ou encore le dossier des missiles balistiques. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que tout cela pour ça C'est un grand embarrassement. Franchement, je ne crois pas qu'on est au courant encore de détails de ces accords en vue. Mais bon, il est clair que c'est pas ce qu'on espérait. C'est-à-dire que finalement Israël se retrouve, on va dire, pris au piège tendu par Donald Trump lui-même presque, puisque quelque part on avait le sentiment que tout se faisait en étroite coordination entre les États-Unis et Israël. Et finalement, même s'il y a eu une conversation téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump apparemment dans la nuit, eh bien, les termes de cet accord restent pour l'instant plutôt flous et on se demande finalement pourquoi il y a eu cette guerre depuis le 28 février. Comment finalement l'Iran se sort de ce pétrin dans lequel elle était plongée par le conflit? Pourquoi il y a eu cette guerre, on sait très très bien. Pourquoi elle finit de cette façon, ça on n'arrive pas à comprendre. Et le fait qu'ils annoncent, les deux, Netanyahou et Trump, annoncent que chaque jour ils sont en train de discuter entre eux, apparemment ils doivent être au courant tous les deux. Si on rajoute le fait que la déclaration de Trump que Netanyahou fera tout ce que je lui dirai de faire, eh ben, si vous rajoutez tout ça ensemble, apparemment, il y en a certains ici en Israël qui sont au courant de ces accords ou des détails de ces accords en vue. Et apparemment, ça doit les arranger. Et c'est vrai qu'on est tous dans une grande fumée autour de tout ça, et puis on verra dans les jours qui viennent de ce qui va se passer. Vous avez une explication? Mais moi, dès le départ, oui. Si vous vous souvenez, Daniel, je vous l'ai dit il y a quelques semaines, je vois mal Trump continuer cette démarche, car la pression qu'il a à l'intérieur aux États-Unis, à l'intérieur au sein de son propre parti, je vois mal comment il continue à mener cette guerre de cette façon. Vous avez à chaud une appréciation de l'impact que pourrait avoir un tel accord s'il ne rentre pas dans les détails des dossiers qui préoccupent Israël, le nucléaire et les missiles en particulier. Vous avez une idée de ce que ça peut avoir comme répercussion dans le Moyen-Orient ? Ben, je pense pas que ça aura une répercussion immédiate. C'est-à-dire le premier effet qu'on verra, ce sera le calme, bien sûr, et notamment le calme de Liban. Mais quand on pense qu'une des plus grandes conditions a été d'arrêter et d'activer les proxys au Liban et dans le monde entier, apparemment, on n'arrive pas à atteindre cette but et on continue à notre propre lutte autour de nous, que ce soit le Hezbollah, que ce soit la bande de Gaza. Et bien sûr, un peu plus loin, c'est les Houthis et l'Iran lui-même. Est-ce qu'on peut envisager, à votre avis, est-ce qu'on peut envisager, Meir, un accord qui obligerait, on va dire, qui engagerait les États-Unis, mais qui n'engagerait pas obligatoirement Israël avec l'Iran ? Non, pas du tout. En aucun cas, car du coup, tous les pays autour, les Émirats, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, tout le monde sont
veulent ce calme, car je crois que celui qui n'a pas atteint l'épreuve, c'est les États-Unis. Je vous rappelle, Daniel, que depuis 40, 50 ans, tous les pays autour ont acheté des armes à des valeurs de Milliards. trillions de dollars des États-Unis, des trillions, pas des milliards, des trillions de dollars. Et tout ça en espérant qu'au moment réel, les États-Unis se mettraient à leur côté à les défendre. Et du coup, la défense n'a pas tenu, non seulement n'a pas tenu, au contraire, ça a aggravé leur situation. Mais donc, je crois que ça va avoir des répercussions pour l'avenir. C'est-à-dire que vous pensez que ça peut redéfinir, on va dire, les relations avec les pays du Golfe Persique, entre le Golfe Persique et les États-Unis ? Bien sûr. C'est déjà le cas et je crois que la pression qu'ils ont mise sur Trump là-dessus a fait une grande partie de sa décision d'aller vers un accord. Et dans les mois, années à venir, on verra la Chine grand acteur dans la région. Alors, on va peut-être voyer la Chine, effectivement, il faut pas l'oublier, parce qu'on a tendance peut-être à oublier le rôle qu'elle peut jouer. Mais dans les relations, par exemple, entre Israël et les pays du Golfe Persique, vous pensez que finalement, là aussi, Israël sort perdant, c'est-à-dire alors qu'on aurait pu s'attendre, et c'est ce que l'on a toujours cru, c'est-à-dire que les pays sunnites comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats, eh bien, avaient une crainte de l'Iran, mais l'Iran demeure aujourd'hui, le régime des mollahs semble rester au pouvoir, et finalement, les Saoudiens, ils ont joué la carte de l'Iran, ils n'ont pas joué la carte ni des États-Unis, ni même celle d'Israël. Ils n'ont pas joué la carte de l'Iran, ils se sont mis devant les faits accomplir, comme quoi l'Iran est bien plus solide qu'ils pensaient, et que surtout les États-Unis bien plus faibles qu'ils pensaient. Concernant les relations avec Israël, je crois que là, le contraire, les relations vont approfondir et je crois que l'épreuve qu'Israël a fait par rapport à tous ces pays autour a approfondi les liens et les relations et les activités. Et je crois qu'on verra des choses très intéressantes dans l'avenir. La force de dissuasion des États-Unis, le rôle des États-Unis de gendarme du monde que l'on avait attribué à Donald Trump peut-être au moment du début de la guerre, le 28 février, vous avez le sentiment que tout ça s'est envolé, s'est estompé totalement, c'est parti en fumée ? Je crois que les faits sont là et la preuve est que l'Iran reste telle qu'elle était, peut-être même plus extrémiste qu'auparavant et puis on verra quel genre d'accord ils vont retirer. Je crois qu'on verra une solution assez profonde et à long terme de tout le sujet nucléaire et pour tout le reste, on verra rien. Vous ne pensez pas, vous ne croyez pas, vous, Meir, à un réveil, par exemple, de l'opposition iranienne, pas maintenant, mais à un moment venu, peut-être. Elle n'existe pas. Il n'y a pas une opposition en Iran. Il faut comprendre l'Iran, 90 millions d'habitants, dont 30 millions font les Kurdes et les Azaris, mais eux, ils sont à l'ouest du pays, ils ne peuvent pas gêner. Le reste des 60 millions, plus de la moitié sont favorables aux ayatollahs. Donc, il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. Je vous rappelle, ça a été annoncé il y a quelques jours que cette dernière année, en Iran, ils ont exécuté plus de 3000 opposants. Personnes opposants, ouais. Donc, ils s'en foutent de tout le monde. Ils ont leur idéologie, leur façon de faire, très cruelle, très inhumain, mais ils sont là. Alors nous restons ici avec notre problème majeur qui est le Hezbollah. Israël a une bonne... Ce n'est pas notre problème majeur, non, ce n'est pas notre problème majeur, le Hezbollah. C'est-à-dire ? Le Hezbollah aujourd'hui est revenu 40 ans en arrière, il agit aujourd'hui en guérilla pure et simple, à très, très, très basse échelle,
C'est vrai, mais il pose des problèmes. Il est en train de poser un problème avec ses drones explosifs. Il suffit de quelques drones. C'est vrai. C'est vrai, d'une part, on trouvera une solution, d'autre part, malgré les douleurs, le mal que ça fait, hier on a perdu encore un soldat, il y a quelques jours on a perdu encore le major Itamar Safir, qui était un très très bon ami à nous, de la famille, et un bon soldat. Et donc le mal, il est là, il est dramatique. Mais quand on voit l'ensemble des choses, il s'agit de très peu de coups d'attaque qui sont capables de sortir, et même là, c'est limité et très bas. Le Hezbollah est revenu en arrière, plusieurs années en arrière, et je crois qu'au fur et à mesure, il va être encore resserré encore de plus en plus. Y compris, c'est-à-dire rien apparemment dans l'accord ne permet d'empêcher l'Iran de fournir des armes ou de fournir des sommes faramineuses de plusieurs milliards de dollars. C'est la présence. Ce qui va les empêcher, c'est la présence d'Israël là où on est. On est à plus de 10 km à l'intérieur du Liban, en train de raser les villages chiites à fur et à mesure. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et maintenant, tout dépend des négociations qui vont se faire. Est-ce que le jour où on va se retirer, est-ce qu'on va les trouver de retour? J'espère que non. La volonté est que cette zone restera clean, restera sans la présence des chiites le long de la frontière. Et on espère aussi que le gouvernement libanais prendra la relève et commencera à maîtriser son propre pays. Ouais. Ça, il faut bien entendu l'espérer. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, de nous avoir éclairé donc sur les dernières répercussions, ces rumeurs, ou en tout cas cet accord entre les États-Unis et l'Iran qui semble se profiler à l'horizon. Bien entendu, on aura aussi le temps de décanter, de voir effectivement le contenu de cet accord, véritablement, s'il est défavorable à l'État d'Israël ou pas. On aura l'occasion de se reparler. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, d'avoir été ce matin notre invité et de votre disponibilité toujours pour répondre à nos questions. Merci encore. Voilà, merci, il est 8. Daniel, à bientôt. Nous retrouvons notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Boker Tov à nouveau, Daniel. Boker Tov, Kevin. Et Daniel, les manchettes des quotidiens de ce matin sont teintées d'une sérieuse inquiétude israélienne face à l'accord qui semble se profiler entre les États-Unis et Israël. Oui, effectivement, sans nucléaire et sans missiles. Inquiétude en Israël face à l'accord qui se profile à l'horizon, annonce ce matin en manchette le Israel Hayom. Donald Trump pourrait décider dès aujourd'hui soit vers un accord, soit vers une attaque. C'est ce qu'affirme donc le grand quotidien israélien. Mais l'accord ne mentionnerait ni le dossier nucléaire, ni celui des missiles, mais uniquement un cessez-le-feu avec l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et un autre développement préoccupant, Israël n'est apparemment pas informé par les États-Unis de la teneur de l'accord et il est obligé d'aller à la recherche d'informations auprès d'autres pays de la région. Et puis Daniel, même sorte de manchette dans le Yediot Ahronoth de ce matin. Oui, on approche d'un accord. La guerre risque de se terminer sans décision sur le dossier nucléaire. Titre en manchette le Yediot Ahronoth qui explique que l'accord entre les États-Unis et l'Iran se déroulera en 3 temps. D'abord, arrêt officiel de la guerre, ensuite ouverture du détroit d'Ormuz et enfin, au bout de 30 jours, l'ouverture de pourparlers sur les dossiers du nucléaire et des missiles balistiques. C'était en tout cas l'information publiée en première page du Yediot Ahronoth de ce matin. Mais ce matin, justement, il faut aussi consulter les sites d'information pour mieux se tenir au courant des derniers développements, Daniel. Et oui, parce qu'il y a effectivement, Kevin, des derniers développements. Le Maariv et le site d'information N12 annoncent en évidence dans leur page d'ouverture ce matin, vers 5h40 heure israélienne, soit bien après le bouclage des journaux papier, une information supplémentaire et importante selon laquelle l'Iran aurait renoncé à l'enrichissement de son uranium, ou plus exactement, aurait renoncé à conserver les 480
440 kilos d'uranium enrichi enfouis sous le site détruit de Fordow. Ces sites d'information reprennent ainsi une information du New York Times qui affirme que cette clause serait centrale dans l'accord qui se profile donc entre les États-Unis et l'Iran. Et qu'écrivent les éditorialistes israéliens à propos de cet accord qui se profile ? Eh bien, Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, insiste dans son analyse ce matin sur l'absence de règlement du dossier nucléaire. C'est ce qu'il écrivait donc hier soir autour de cet accord. Le dossier ne serait débattu qu'après un mois de cessez-le-feu. Et l'éventualité d'un transfert de l'uranium enrichi en dehors de l'Iran dépendra de la décision de Mortaba Khamenei, le guide suprême actuel du régime iranien. Ron Ben Ishaï, lui, dans le Yediot Aharonot, se fait aussi l'écho de l'inquiétude des Israéliens concernant le dossier du nucléaire iranien. Et il cite un responsable israélien qui a dit « Celui qui entre dans la salle de négociation avec les Iraniens en sort automatiquement perdant ». Pourtant, Ron Ben Ishaï n'abandonne pas l'option d'une attaque américaine et affirme dans ce cas, Trump pourrait alors aller beaucoup plus loin que jusqu'à présent. Pour Ben Dror Yemini, la situation est pour Israël, elle évolue entre l'échec et l'humiliation. Et il écrit « Si Netanyahou ne peut plus se libérer de l'interdiction de combattre au Sud-Liban, et alors, eh bien, il ne peut plus le convaincre de rien et alors Israël risque d'entrer dans la pire des situations stratégiques. » Enfin, le Maariv se fait l'écho ce matin d'un des proches de Binyamin Netanyahou, Nathan Eshel, qui critique ouvertement Donald Trump pour son attitude complaisante sur la voie d'un accord avec l'Iran. Les États-Unis, affirme-t-il, ne sont plus le lion dans la jungle moyenne orientale que l'on pensait. Et puis ce matin, tous les quotidiens nous montrent une photo, celle du sergent-chef Noam Hamburger qui a été tué hier près de la frontière israélo-libanaise. Oui, c'est un soldat israélien qui a été tué par un drone explosif le long de la frontière internationale entre Israël et le Liban à proximité du fortin de Bir Hanit. Et d'ailleurs, le Israël Hayom nous montre cette photo. Il a également choisi d'illustrer son titre sur le dossier iranien avec une photo de soldats israéliens poursuivant leur opération au sud-Liban contre le Hezbollah. Le Yediot Aharonot nous montre aussi la photo du sergent-chef Hamburger qui était soldat dans la brigade blindée 401 et qui devait se libérer de Tsahal dans un mois. Sa mère a déclaré en pleurs au Yediot Aharonot « Noam était notre aîné, c'était un cadeau pour chaque mère. Il était toujours souriant, c'était un excellent élève. Noam avait 23 ans. » Le Yediot Aharonot se fait également l'écho aussi ce matin de la colère des habitants du nord d'Israël qui ont dû passer une partie de la fête de Shavuot dans les abris. Ces habitants s'insurgent contre le fait que Tsahal ne riposte pas massivement aux tirs de drone. Soit Tsahal fait la guerre au Hezbollah sérieusement comme il le faut, soit on arrête tout, affirment ses habitants. Le Israël Hayom mentionne également en évidence ce matin une autre préoccupation sécuritaire d'Israël. Et cette préoccupation sécuritaire se rapporte cette fois au dossier de la Judée-Samarie. Au sein de l'armée, on affirme qu'au vu des développements importants des implantations juives en Judée-Samarie, Tsahal risque d'avoir le plus grand mal à protéger sérieusement la population de ces localités par manque de soldats. En 2023, il y avait 140 localités en Judée-Samarie, 62 fermes et 30 points de peuplement. Aujourd'hui, on en recense 180 localités, 122 fermes et 72 points de peuplement, soit un rajout de 172 zones d'habitation à protéger pour l'armée israélienne. Or, Tsahal souffre, on le sait, d'une sérieuse pénurie de soldats et elle n'est pas en mesure de protéger sérieusement comme elle le voudrait toutes ces localités. Un exemple, Tsahal a besoin de 90 000 réservistes entre autres pour assurer la sécurité de ces localités, soit 50 000 de plus que selon la planification originale en 2026. Ces réservistes répondent présents et donc s'enrôlent toujours sous les drapeaux, mais ils expriment de plus en plus de difficultés à quitter leur foyer et leurs emplois. Et pour terminer, Daniel, ce matin, le Israël Hayom se fait l'écho de deux développements importants dans une seule page autour de la situation dans la bande de Gaza. Oui, le premier développement fait état de difficultés de la part du Hamas à payer les salaires de ses terroristes. Cela a pour conséquence une vague d'abandon de la part de ces terroristes et le Hamas en difficulté a annoncé qu'il repoussait le plan préparé par le Conseil de la paix de Donald Trump. Le second titre signé ce matin, Ariel Kahana, dans la même page, nous explique comment le Hamas a monté de toutes pièces la fameuse cabale sur la famine dans la bande de Gaza durant la guerre. Ariel Kahana explique qu'il s'agit d'un rapport détaillé publié par l'ambassade d'Israël à Washington. L'intitulé de ce rapport, Famine à Gaza, une accusation moderne de crime rituel. Et dans la page suivante, Etanor Kibi affirme très clairement que le vecteur de ce type de crime rituel et d'accusation portées par Israël n'est autre que la presse, en référence en particulier aux accusations mensongères portées il y a quelques jours par le New York Times contre les soldats israéliens.
cancre, impénitent, tyran de cours de récré, suiveur. Voici des types de personnes qu'on a malheureusement tous croisées un jour ou l'autre à l'école pour commencer. Eh bien, figurez-vous qu'une certaine entité rassemble ces vilains traits. Un pays, en fait. J'ai nommé l'Espagne. D'abord, le cancre. Parce qu'il y a quand même une chose à avoir à l'esprit quand on parle de l'Espagne, c'est qu'en plusieurs siècles de domination mondiale, l'Empire espagnol n'a pas su abriter le moindre philosophe, ce qui est plutôt prodigieux. C'est quand même le seul pays européen qui, dans son prime, n'a pas produit de pensée. Alors vous me direz que j'oublie 2 immenses philosophes, tout donnés à Cordoue, Maïmonide, juif chassé d'Espagne avec les siens en 1492, et Averroès, philosophe musulman dont les travaux furent condamnés par l'Église. Sauf que jusqu'à récemment, l'Espagne ne les revendiquait pas trop, ces deux-là. L'un étant trop juif, l'autre trop arabe, donc pas vraiment espagnol. Et vu le traitement réservé à la communauté juive, vu l'antisémitisme qui gargarise l'Espagne depuis des siècles, on ne tient pas non plus à enrichir leur patrimoine de quelque façon que ce soit. Parce que l'antisémitisme en Espagne, c'est un sport national, une tradition, une passion. Nous y voilà, une tyrannie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un certain festival célébré dans la ville de Léon. C'est sympa, on y boit de la limonade en criant des trucs comme Trudios les Juifs. C'est le nom en fait de ce champêtre festival, très sympa et à en croire les festivaliers, parfaitement inoffensif. Et oui, ne vous méprenez pas, il ne faudrait quand même pas y lire quoi que ce soit. Appeler à abattre des gens, c'est finalement plus festif que méchant. D'ailleurs, le fait que Barcelone ait récemment recensé les commerces juifs de la ville, boutiques, écoles, restaurants cachers, pour les étiqueter comme cible de l'économie sioniste, ça aussi, c'était parfaitement inoffensif, du folklore, sans doute. Il faut quand même dire que si l'Espagne est friande de ce genre de mesures qui rappellent l'époque tristement révolue des inquisiteurs, elle se les autorise aussi parce que c'est dans l'air du temps. Et oui, au tyran succède le suiveur. Et alors méfiance, plus discret que le tyran, le suiveur n'en est pas moins redoutable. À cet égard, on peut penser à Pedro Sánchez, qui rappelle son ambassadeur d'Israël, ou au boycott d'Israël à l'Eurovision, etc., etc. Bref, toutes ces petites initiatives qui ont pour vocation d'isoler Israël, puisque manifestement, c'est dans l'air du temps. Tout ça pour dire que finalement, quand Madrid se permet de nous faire la morale, il faut quand même avoir clairement à l'esprit de quoi on parle. Contrairement à l'Espagne, le peuple juif n'est ni un cancre, ni une brute, ni influençable, et n'a donc pas de reproches à recevoir d'un pays qui ne se distingue en rien, si ce n'est une attitude discriminatoire, centenaire déjà. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans notre studio Chaim Musican. Chaim, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, ici à Jérusalem. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes journaliste, écrivain. On va parler de vos derniers livres également. Vous étiez le directeur mythique du CRIF pendant de nombreuses années, également aussi directeur aujourd'hui du Débrit Europe. Avec vous, d'abord, je voudrais on va parler de vos ouvrages, des 2 derniers ouvrages, mais je voudrais que l'on ait votre appréciation d'abord sur ce qui se passe dans la réalité israélienne et ensuite tout de suite sur les tensions dans les communautés aujourd'hui, la situation de l'antisémitisme, la résurgence de l'antisémitisme aujourd'hui. On en parle beaucoup, ça inquiète beaucoup les Israéliens, ça préoccupe bien entendu naturellement la communauté juive. Alors d'abord, votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité israélienne, alors que l'on envisage une reprise des combats avec l'Iran et les États-Unis. Oui, alors Daniel, évidemment, c'est que quelqu'un qui ne serait branché que sur les médias français dirait mais c'est quoi ce pays ? Ouais. Ce pays qui affronte l'Iran, qui est un géant, qui a des cessez-le-feu précaires avec ce pays, mais également avec le Hamas et le Hezbollah, et qui en même temps va vraisemblablement se payer le luxe, en pleine guerre au pluriel, de faire des élections d'ici quelques mois. Mmh. Eh bien moi j'ai envie d'être très positif, Daniel, de vous dire que ce pays est merveilleux. 78 ans après sa fondation, il vit. Et vous savez, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que les rues de Jérusalem où nous sommes sont pleines, les gens vivent, sourient, et je dirais que quand je regarde Jérusalem où à chaque fois il y a des constructions, des tas de choses qui se mettent en place, vous dites que
c'est un pays qui est constamment dans le mouvement, avec un peuple qui est fier d'y être. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, vous l'aviez mentionné, au top, je veux dire comme ça, à ce qui est, disons, chaque année, l'évaluation qui est faite par l'ONU, et bien Israël, malgré tout ce qu'on se raconte, est le peuple d'Israël, le peuple le plus heureux. Un des plus heureux au monde. Au 8e. Oui, le 8e. Bon, ben, c'est formidable d'être ici. Voilà, c'est formidable, effectivement, d'être ici. Et alors, paradoxalement, c'est peut-être même les Israéliens qui se font du souci pour les communautés juives de diaspora. On en parle beaucoup. On parle beaucoup de cette résurgence de l'antisémitisme. Vous, quelle est votre approche? Comment vous pensez que l'on doit réagir? D'abord, que l'État d'Israël, quel doit être le rôle de l'État d'Israël dans le combat, dans la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui? Eh bien, écoutez, comme vous savez, depuis le 7 octobre, derrière l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme pur, et je pense qu'il est important à la fois que les organisations étatiques israéliennes fassent leur boulot. Je crois aussi, sans être, je dirais, dans une espèce de viol, bien que moi je suis pour ce genre de viol, il est important que des organisations telles que l'Agence juive fassent tout un travail pour expliquer les conditions dans lesquelles les Juifs pourraient arriver dans ce pays. Ça me semble extrêmement important. Et malheureusement, ce que l'on constate, c'est que l'on peut faire, y compris ici à Jérusalem, il y a quelques mois, les plus beaux colloques contre l'antisémitisme, ça ne sert pas à grand-chose. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut rassurer aujourd'hui, par exemple, la communauté juive de France, qui nous préoccupe beaucoup? Quels sont, c'est-à-dire, parce que il y a eu une période où l'antisémitisme, on va dire en particulier au début des années 2000, il y avait un antisémitisme qui a ressurgi autour de la seconde intifada. On avait le sentiment que les autorités luttaient avec pas mal d'efficacité contre cet antisémitisme. Aujourd'hui, il ressurgit, il est même presque légitimé, cet antisémitisme, à travers des partis comme LFI. On a le sentiment que c'est difficile de lutter et de faire comprendre qu'à partir de que le conflit israélo-palestinien ou le conflit israélo-arabe, eh bien, totalement empêche, on va dire, de trouver une solution à cette résurgence d'antisémitisme. Écoutez, Daniel, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que si j'étais catholique, je vous dirais, les Juifs ne savent plus à quel saint se vouer. Oui. Car en fait, ce que vous décrivez, la deuxième intifada, eh bien, c'est depuis la deuxième intifada que des Juifs sont agressés en France. Je rappelle qu'il y a eu 16 Juifs qui ont été tués depuis Sébastien Selam en 2003, et je ne fais pas toute la liste, Cody Parker, Hyper Cacher, Otsara Torah à Toulouse, etc. etc. Et ça fait 26 ans que certains Juifs enlèvent leur mezuzot, que certains Juifs ne se promènent plus avec un Magen David, que d'autres mettent un couvre-chef pour qu'on ne voit pas qu'il y a une kippa. Alors, vous avez parlé de LFI, mais moi je vais vous parler de Macron. Oui. Macron qui, en 2017, recevant Bibi Netanyahu, avait dit « L'antisionisme, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme et je vais le combattre ». Et on voit bien que ce même Macron, qui n'a pas voulu participer à la fameuse manifestation du 12 novembre 2023 contre l'antisémitisme, et moi, entre parenthèses, moi j'étais très cynique, parce que j'avais dit qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, vous me promettez que le 13 novembre, l'antisémitisme aura disparu en France. Et puis, en fait, on s'aperçoit que, je dirais que les fauves, les lions sont lâchés, et que je dirais que Emmanuel Macron, par toutes ses prises de position anti-israéliennes, eh bien, il est l'allié objectif de Mélenchon, de tous les islamo-gauchistes. Mais pourquoi il le fait? Parce que c'est véritablement une question qu'on se pose. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup d'espoir ou beaucoup d'attentes aujourd'hui, mais on a du mal à comprendre comment le personnage a changé. Alors écoutez, il faut se demander s'il a vraiment changé. Vous le disiez vous-même, en 2017, il avait l'air d'être favorable. Oui. Moi, je me souviens d'une visite d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre du budget ici en Israël. Et il était impressionné par l'aspect d'innovation de l'État d'Israël, par le dynamisme de l'État d'Israël. Et là, aujourd'hui... Alors écoutez, Daniel, j'ai envie de vous dire, on se souvient tous de cette rencontre, la très belle photo auprès de Shimon Peres, bien sûr, et de tout son éblouissement pour le high-tech israélien.
mais j'ai envie de vous dire qu'à l'époque, il était ministre, et qu'il était peut-être déjà dans une forme de campagne électorale, et que depuis, il est devenu président de la République, avec tout ce que cela impose. Et vous le savez, à de très rares exceptions près, les hommes politiques n'ont pas des amis, ils ont des intérêts. Oui. Et je dirais que... On est d'accord, mais un tel changement, ça semble... Écoutez, et puis je pense qu'au fond, il y a des intérêts économiques, il y a peut-être une attirance pour la culture musulmane, et puis je pense aussi qu'il est vexé que Israël considère qu'il n'est pas un partenaire. Vous savez, le dernier exemple, c'est la frustration des Européens et des Français de ne pas être au cœur, de ne pas jouer un rôle, comme dit là. Voilà, vous savez, le dernier exemple, c'est le Liban. Oui. Là, il y a eu le 4e round des négociations entre Israël et le Liban. Ça se passe à Washington, c'est pas à Paris. Oui. Parce que... Mais c'est la France qui l'a cherché d'une certaine manière, parce qu'elle avait la possibilité, elle, de jouer un rôle je cite toujours cet exemple, la France pourrait investir parmi la dette immense de la France, consacrer ne serait-ce qu'1 milliard d'euros à développer l'armée libanaise, à faire de cette armée une armée plus efficace, qui soit capable de lutter contre le Hezbollah, de désarmer le Hezbollah. Beaucoup de paroles, mais pas beaucoup de gestes, pas beaucoup d'actes pour la France au Moyen-Orient et au Liban en particulier. Alors moi j'ai envie de vous dire, peut-être Daniel, que Macron se complaît d'être le prisonnier du lobby arabe. Oui. Alors voilà. Ça, c'est effectivement une explication qui se tient. Effectivement, on le sent malheureusement assez régulièrement. Alors, je voudrais que l'on revienne sur votre partie, votre carrière d'écrivain, puisque vous produisez régulièrement des ouvrages toujours très intéressants. Alors, les deux derniers, on l'avait vu, le premier est consacré aux héros du 7 octobre. Vous avez des témoignages, vous avez recueilli de nombreux témoignages de ces héros de cette journée tragique, la plus tragique de l'histoire du peuple juif depuis la Shoah. Et puis, plus récemment, et ça, je voudrais peut-être qu'on s'arrête sur la personnalité de Jean-Pierre Bloch, de tous les combats. Alors pourquoi avoir choisi Jean-Pierre Bloch ? C'est-à-dire, il était une des figures, on va dire, du Bnei Brit aussi, hein, n'est-ce pas ? Mais parlez-nous un peu de sa personnalité, en quoi il était si particulier ? Alors tout d'abord, je dirais que pour moi c'est un livre d'amour, parce que Jean-Pierre Bloch, j'ai eu la chance de le connaître. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses et qui en même temps ne se prenait jamais au sérieux. Alors très rapidement, pour les auditeurs de Studio Kalita, Jean-Pierre Bloch, ça a été une grande figure du XXe siècle, qui a été député du Front Populaire avec Léon Blum, qui a été un résistant, qui a été juré du procès de Philippe Pétain, et c'est le seul qui, lors de ce procès, a demandé que la Shoah soit à l'ordre du jour, et tout le monde l'a envoyé balader en disant « on s'en fout des Juifs », grosso modo. Par la suite, il a été impliqué dans le dialogue judéo-catholique. C'est lui qui a organisé la visite de Jules Isaac chez Jean XXIII et qui a permis Nostra Aetate avec tout le développement que vous connaissez. Il a été le premier contre la communauté juive à soutenir Beat et Serge Klarsfeld. À l'époque, dans la communauté juive, on disait non, il ne faut pas bouger. Il a été également quelqu'un qui a été témoin dans le procès Papon et qui a fait renverser un petit peu le truc. Et puis, si vous le permettez, Daniel, une anecdote sur son premier voyage ici en Israël. Ah oui. Alors, il vient en 57. Vous savez, c'est l'euphorie dans la relation franco-israélienne. On est 1 an après la campagne de Suez. Et il dit, je veux visiter Israël et je pense que je vais y aller pour 15 jours. Il y a un de ses amis qui lui dit, attends, ça va pas la tête. Tu visites Israël le matin et l'après-midi, il n'y aura plus rien à faire tellement c'est petit. Et puis la deuxième petite anecdote que je vais vous raconter, c'est qu'il va voir, il y a un match de foot entre les armées françaises et les armées israéliennes, et il est assis à côté de Ben Gurion. Et Ben Gurion, qui n'a jamais vu un match de football de sa vie, demande à Jean-Pierre Bloch de lui expliquer les règles. Il lui explique. Et lors de ce voyage, Jean-Pierre Bloch était accompagné de Marcel Bleston-Blanchet et de sa fille Elisabeth, qui devait épouser Robert Badinter, qui à l'époque venait de faire sa bat mitzvah. Oh là là. Et
Elisabeth, qui est profondément française, pleure parce qu'Israël a battu la France, son pays. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'anecdote un peu vivante que j'ai pu retracer à travers ces livres. On peut savoir ce qu'il pensait, c'est-à-dire de l'État d'Israël. Alors écoutez, et je veux dire que ça va faire un regard par rapport au comportement de certains leaders de la communauté juive de France aujourd'hui. C'était un inconditionnel qui n'a jamais critiqué la moindre position du gouvernement israélien et qui n'a pas eu peur de se dresser contre le général de Gaulle quand, en 1967, il a pris les positions anti-israéliennes que l'on connaît. Eh bien, merci beaucoup, Chaim Musican, de nous avoir donné envie donc de lire cet ouvrage sur Jean-Pierre Bloch, de tous les combats et des éditions Glyph. Merci beaucoup. Voilà, donc on le montre, ce livre, on va peut-être on le montrera également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Chaim, d'être venu dans notre studio pour nous donner votre appréciation de la situation ici en Israël et surtout aussi en France. Bonne continuation, bon séjour ici en Israël. Vous êtes le bienvenu, bien entendu, on n'a même pas besoin de vous le dire. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Daniel.